sécurité, l'immigration sont là. Tout ça, nous l'avons examiné minutieusement, méticuleusement. Donc il va y avoir très rapidement, dans les jours qui viennent, un renforcement des effectifs déjà sur le terrain, mais également un renforcement des capacités de nos forces armées. Et donc leur puissance, ils vont monter en puissance au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Et nous avons très bien compris que leurs conditions de travail doivent aussi être améliorées pour que le rendement sur le terrain soit efficace. Donc comptez sur nous. Ça, ce sont les mesures qui vont être mises en application très vite, très rapidement, dans les jours qui viennent, pour parer à cela, évidemment. Alors, la situation de la jeunesse, elle me tient également à cœur. C'est vrai, le représentant de la jeunesse m'a rappelé certains engagements que je n'ai pas oubliés, mais c'était des engagements en forme d'annonce de projets qui vont se faire. C'était pas parce que j'avais promis de faire que le lendemain, dès que j'avais le dos tourné, ça allait se mettre en pratique. Non. Le fonds d'investissement jeune, puisque vous en avez parlé, il va très bientôt être mis en place. La structure est là. Maintenant, il faut lever les fonds nécessaires et nous allons nous occuper de nos jeunes. Vous savez, moi je comprends un peu l'impatience qu'il y a à vouloir absolument satisfaire ces attentes qui datent depuis longtemps. Ça me réjouit parce que je me rends compte que si on me harcèle entre guillemets comme ça de demandes, de rappels, etc., ça veut dire que je procure un certain espoir. Eh bien tant mieux. Au moins, si je peux procurer cet espoir, c'est déjà ça. Mais maintenant, il ne faut pas s'arrêter à l'espoir, il faut que l'espoir se concrétise. Et donc, qu'on me laisse le temps, je n'en ai pas, c'est vrai en même temps aussi, mais je vais m'organiser, je vais délivrer ce qu'il y aura à délivrer par rapport à ce que je m'étais engagé de faire. Et la jeunesse, pour moi, c'est pour moi, je le dis d'ailleurs dans tous mes discours à ce sujet, pour moi c'est la première richesse de la République démocratique du Congo. Avant même nos minerais, avant notre environnement, nos terres arables, etc. C'est la jeunesse. Et je pleure, moi, de voir notre jeunesse désespérée. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre sur pied des mécanismes pour encadrer cette jeunesse. Vous avez vu, j'ai décrété la gratuité de l'enseignement fondamental, alors qu'on n'avait pas de moyens, alors que mes adversaires politiques se moquaient de moi en disant et souhaitaient même mon échec pour ensuite récupérer politiquement. C'était un risque, mais que j'ai accepté de prendre parce que j'aime mon pays, j'aime ma jeunesse. Et je me suis dit, peu importe les moyens, mais qu'on commence d'abord avec le peu qu'on a, que ces jeunes qui sont aujourd'hui désœuvrés, en dehors du parcours scolaire, dans des travaux forcés, je dirais même, durs pour leur âge, pénibles, au moins que cette jeunesse puisse regagner le parcours scolaire. Dans l'état où il est, c'est pas grave, au moins, ils pourront au moins apprendre à lire et à écrire. Ils pourront apprendre à connaître le nom d'un philosophe, d'une méthode, savoir calculer. Au moins, c'est vrai que parce que notre enseignement est à parfaire aussi, le niveau, ce sont des choses à améliorer, mais si on peut les sortir de cette oisivité ou de ce chemin de perdition dans lequel on les a engagés par des adultes, ce serait déjà ça. Voilà pourquoi j'avais décrété cette gratuité scolaire de l'enseignement. Et donc, ça va continuer. Ça va continuer parce que je crois que la République démocratique du Congo
capable de doter à sa jeunesse un accès gratuit à l'éducation. Mais toute l'éducation jusqu'au sommet, c'est-à-dire à l'université. Nous sommes capables de le faire. Je sais qu'il y a certains de mes adversaires politiques qui s'en moquent. J'ai vu une fois d'ailleurs une réflexion ou une déclaration, quelqu'un qui disait, oui, mais aux États-Unis, est-ce que l'enseignement est gratuit? Le président, il rêve, etc. Non, moi je dis que c'est lui qui rêve. Parce que les États-Unis, c'est un autre système, c'est eux qui l'ont décidé ainsi, qui sont États-Unis, ils ont fait de l'enseignement comment j'allais dire, un système élitiste, etc., qui est ouvert à plus on a des moyens, plus on peut. Mais vous avez vu qu'ils organisent eux-mêmes un système de bourse pour aider les familles défavorisées. Enfin, c'est leur système. Nous aussi, nous avons notre système. Les Américains n'ont pas de coltan, les Américains n'ont pas de cuivre, les Américains n'ont pas de cobalt, les Américains n'ont pas de diamants, les Américains n'ont pas d'or, les Américains n'ont pas du chrome, du nickel, je peux en citer des tas, et ce sont des réalités, ce sont des actifs miniers que nous pourrions mettre en valeur, utiliser à bon escient pour nous permettre de financer ce genre de possibilités, d'activités, et de même prévoir un fonds pour l'avenir de notre jeunesse, les générations futures. Nous pouvons le faire. Alors, c'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas des sous-hommes. Si sous d'autres cieux, ils ont réussi, en Libye par exemple, rien qu'avec leur pétrole, ils ont réussi ça. Au Qatar, où je m'étais rendu récemment, l'émir du Qatar m'expliquait comment son père avait bâti ce pays grâce au gaz. Que le gaz. Le gaz que nous avons en masse dans le lac Kivu là-bas, qui nous menace même d'explosion, alors qu'on peut l'utiliser pour générer de l'énergie, etc. Donc vous voyez que nous sommes un peu à l'image de quelqu'un qui se plaint de la soif, d'avoir soif, alors qu'il a les pieds dans l'eau. Et c'est ce rêve-là que je veux transformer en réalité. Avec vous. Pas seul, parce que je n'ai pas de bâton magique. C'est avec vous que nous allons le faire. Mais vous devez croire en ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je comprends, le Congolais, c'est au fil des années comme ça, désintéressé de son pays, découragé complètement, parce que les signaux peut-être que l'on émettait du sommet n'étaient pas rassurants ou assez incitatifs, meilleur que mes prédécesseurs, mais en tout cas, ma détermination, elle est sans faille, je peux vous la garantir, je peux vous le certifier, elle est là, ma détermination, et moi je l'offre. Et avec vous, ensemble, nous pouvons avancer et transformer ce pays, et nous allons le faire, parce que nous avons une jeunesse ingénieuse, nous avons une jeunesse qui à elle seule compose près de 60%, voire plus de notre population, elle est active. Et ailleurs, comme dans les pays européens, on nous l'envie. J'espère que vous suivez les débats sur le droit à la retraite, à la pension, etc. Mais on se pose des questions de savoir, mais quelle est la population qui va produire ce que on payera aux personnes âgées, puisque la population va toujours de plus en plus en vieillissant. Et nous, on a une population qui va de plus en plus en rajeunissant, et nous nous plaignons d'être... mais non, il y a un problème. Ça veut dire que nous nous sommes tous désintéressés à un moment donné, parce qu'on n'avait plus d'espoir. Moi, je veux redonner cet espoir. C'est tout, modestement, pas pour dire je suis... moi j'ai la clé, j'ai la solution. Non, non, non. La solution, nous l'avons tous, en nous mettant ensemble et en luttant et en nous appuyant sur cette jeunesse. La jeunesse et l'autonomisation de la femme. Moi, je me bats pour ça. La femme doit jouer un rôle de plus en plus important dans ce pays. Et regardez, dans les pays où ça marche,
j'aime donner l'exemple des pays du Nord, de l'Europe du Nord, les pays scandinaves, où ils ont eu une avance considérable, même par rapport aux Européens comme eux, comme les Européens de l'Ouest et tout ça. Ils ont mis la femme devant, et leurs pays sont les meilleurs systèmes économiques et sociaux du monde. Les pays où il fait le mieux vivre, ce sont les pays scandinaves. Donc, la femme est très importante. Nous devons avancer culturellement aussi. Parce que je sais que une des raisons justement du retard que nous causons à la femme, c'est ce côté culturel. Où, par exemple, moi j'en sais quelque chose parce que je viens de cette province-là, où on fait marier ses enfants à 12 ans, on l'envoie déjà, alors que c'est un bébé, 12 ans. Un enfant de 12 ans, c'est un bébé. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut dépasser. Il faut que la femme ait aussi, dès son bas âge, accès à l'éducation, comme le jeune homme, qu'elle aille jusqu'au bout des choses, qu'elle ait les meilleures formations, et qu'elle ait aussi, au sortir de là, les meilleures responsabilités. Et j'ai toujours dit, moi je souhaiterais vraiment que mon successeur à la tête du Congo soit une femme. En tout cas, si j'ai l'occasion de le promouvoir, je le ferai, je ferai cette promotion pour que ce soit une femme. Bon, ça c'est autre chose, j'ai pas envie de soulever la polémique. J'ai pas envie que les hommes m'en veuillent. Voilà. Alors, donc je peux dire que la femme, vraiment, c'est un de mes soucis. Je crois d'ailleurs que je peux dire quelques réalisations. Donc j'ai, depuis le 8 mars 2019, 2 mois après mon accession aux affaires, instituer une habitude maintenant, c'est de me réunir avec un certain groupe de femmes que j'ai appelé les femmes d'exception. C'est des femmes responsables dans plusieurs domaines. Et donc tous les 3 mois, tous les trimestres, donc à chaque 8 du trimestre, nous nous réunissons et nous faisons le point de la situation quant à leurs droits, leurs activités, et nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons davantage influer, impacter sur la bonne marche de la société. Et c'est vraiment une expérience formidable qui nous permet d'apprendre beaucoup de choses, et certaines d'entre elles d'ailleurs ont eu des responsabilités. Il y en a 2 qui sont au gouvernement. Il y en a une qui est au panel de l'Union africaine. Il y en a une que j'ai amenée récemment à Goma. Maman Thérèse Kirongozi, pour ceux qui ne la connaissent pas, celle qui a fabriqué les robots dans la circulation à Kinshasa, qui est une femme géniale, très ingénieuse, et qui a mis au point un dispositif pour purifier l'eau, quelles que soient ses impuretés. Et donc, comme il y avait ce problème de déplacer de Goma, je l'ai amené donc avec moi, et elle a mis au point son système, et c'est en train de fonctionner, et nous allons voir comment on va l'appuyer avec des moyens pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et je profite de l'occasion pour notre ami de la FEC, je crois, celui qui est intervenu, l'entrepreneur, que j'aimerais en savoir davantage sur ce qu'il fait, parce que vraiment ça me plaît de savoir qu'il y ait qui sont en capacité d'autofinancer, de préfinancer plutôt leur travail, leurs travaux, et donc qui ont simplement besoin de reconnaissance de l'état d'accompagnement. Nous allons en reparler. Alors, le DDR-CS, je n'ai pas voulu en parler dans la partie état de siège parce que
il y avait cette question soulevée par le représentant des jeunes, à propos de l'emploi jeune. Vous avez raison, nous penserons à cela. Très bientôt, je vais mettre sur pied plutôt les coordonnateurs du processus des DRCS, des armements, démobilisation, réinsertion communautaire, et le S c'est pour la stabilité. Voilà. Donc je compte vraiment sur ce processus parce que je crois que dès qu'il sera opérationnel, il va nous aider à sortir beaucoup de jeunes des groupes armés. Et non seulement de les sortir de là, mais de les rendre utiles. C'est ça que je veux aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné, parce que ça s'arrêtait toujours. Le processus s'arrêtait en cours de chemin. Là, nous voulons vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, il nous faut des hommes et des femmes costauds qui vont animer ce processus-là, ce dispositif des DRCS, pour nous permettre de sortir ces jeunes et de les réinsérer ensuite au bout du processus dans la société avec une qualification ou une activité de sûr. Comme ça, ils sont totalement désintéressés de ce qu'ils faisaient avant. Et là, je dois vraiment le dire parce que c'est un geste qui m'a énormément touché. C'est vraiment remercier de tout cœur la Banque mondiale, par exemple, car dès que nous avions mis au point ce DDRCS statutairement, juridiquement, la Banque mondiale a d'emblée décidé comme ça d'allouer déjà, pour commencer, 50 millions de dollars à notre actif. Donc ça veut dire que nous avons déjà un fonds pour démarrer, on ne va pas chercher des moyens, devoir encore gratter dans le budget. On a des fonds de la Banque mondiale, c'est vrai que le budget aussi mettra, mais là on est paré pour voir venir pendant encore quelques temps. Donc nous allons vraiment nous impliquer là-dedans. Donc là, puisque vous en parlez, je vous le promets, c'est avec la jeunesse que le DDRCS va travailler, évidemment. Donc, alors il y a la société de Sokimo aussi. Madame, je vous salue, encore mes hommages. Vous en avez parlé, mais moi je notais pendant que le représentant des jeunes parlait, parce que ça faisait partie d'une de mes promesses. Je disais, il faut que la Sokimo se relève. Et c'est possible. Le cas de la Sokimo est à peu près similaire à celui de la MIBA dans le Kasaï et à celui de la Gécamine dans le Katanga, quoique Gécamine, on peut dire ça avance un peu mieux que les deux autres précités. Et donc c'est de notre devoir de tout faire pour remettre ces sociétés sur pied et d'employer le plus possible de jeunes. On pourra le faire. Et donc c'était cette promesse-là. Pourquoi elle ne s'est pas encore réalisée? Mais parce que tout simplement les problèmes politiques avaient eu beaucoup d'incidence sur la prise de décision dans ce genre de choses. Vous voyez, il y avait une certaine lourdeur politique à un certain moment. J'ai parlé ici de déboulonnage, si vous voyez ce que je veux dire, qui avait fait que, bon, pour prendre des décisions, c'était assez lourd, il fallait toujours discutailler, traîner, etc. Mais aujourd'hui, qu'on a les coudées franches, on pourra avancer clairement. Alors, oui, donc je crois que pour la jeunesse, bon, il y a évidemment cette problématique de groupes armés, je l'ai dit, mais dans le processus des DRCS, cela va être réglé. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a vraiment touché particulièrement. C'est vrai, vous avez parlé des Itouriens, mais c'est le sentiment que je perçois chez tous les jeunes. C'est celui de penser que
ils sont oubliés. Non, nous n'avons pas oublié la jeunesse. Et c'est pour ça que je vous parlais de toute cette déstructuration de notre société qui a fait que les jeunes ne croient plus, les jeunes ne sont plus animés d'espoir, etc. Mais aujourd'hui, moi, le signal que je veux donner, c'est que l'État veut s'occuper de la jeunesse. Mais attention, pour danser le tango, comme on dit, il faut être à deux. Donc, moi, je veux danser le tango, mais il faut que la jeunesse vienne aussi, on va danser avec elle. Sinon, c'est pas possible. Je vais parler comme si je prêchais dans le désert, et devant, en face, il n'y aura rien. Les jeunes doivent croire que je leur veux du bien, que je ne veux pas les utiliser à de viles besognes. Non, moi, je veux les utiliser pour ce qu'ils sont. J'ai parlé du fonds d'investissement jeune. C'est pour leur donner, je connais notre jeunesse, je sais qu'elle est ingénieuse. Nos jeunes, ils font des choses, des miracles. J'en ai sponsorisé quelques-uns, je ne fais pas de bruit à Kinshasa. Je remarque sur les réseaux qu'il y a un jeune dynamique, je demande qu'on prenne contact avec lui. En silence, je lui demande qu'est-ce qui le boosterait dans ses activités et je donne les moyens à ma disposition. Et voilà, donc je me suis prêté souvent à ce genre de choses, mais j'ai soif de le faire à un échelon plus large. Et donc, il faut mettre sur pied un fonds de garantie pour que les jeunes puissent accéder au crédit et mettre en application ce qu'ils ont comme idée, comme initiative. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, en même temps qu'un fonds d'investissement aussi, pour voir comment est-ce qu'on peut les accompagner. Je vous l'ai dit, je le redis encore, pour moi, la première richesse de ce pays, c'est sa jeunesse. Si nous ne savons pas utiliser cette richesse, nous n'arriverons à rien du tout. Et je constate aussi que c'est pareil, même pour les richesses naturelles, les ressources naturelles que nous avons. Nous n'arrivons jamais à les capitaliser. Et c'est ça le grand défi, en fait. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sécuritaire et tout, c'est ce défi-là, la jeunesse. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes de jeunesse. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes de chômage. Si on réussit à l'encadrer, on va régler les problèmes du développement de notre pays. Parce que dans la construction, dans l'agriculture, dans tout ce qu'on peut imaginer, dans le numérique, qui est aussi un créneau que je suis en train de favoriser pour la première fois. Nous avons maintenant un ministère du numérique, mais il n'y a que avec la jeunesse qu'on peut faire des exploits dans ce genre des activités. Donc vous comprenez bien que il faut que cette jeunesse croie qu'on veut faire quelque chose pour elle et qu'elle ne reste pas bras croisés en se disant bon, on va regarder, nous on attend qu'on nous donne de l'argent, qu'on nous donne des t-shirts pour aller danser, non. Qu'elle nous interpelle, qu'elle vienne vers nous et dans cet échange qu'il y aura avec elle, nous allons trouver les voies et moyens de la promouvoir. Alors, oui, il y avait une question aussi, que faire des communautés étrangères qui entretiennent la violence, n'est-ce pas? Bon, c'est vraiment une problématique assez bizarre, mais qui est encore une fois liée au phénomène de nos frontières qui sont poreuses et de notre administration qui est absente. Nous avons un grand pays qui malheureusement n'est pas couvert partout, n'est pas représenté, l'État n'est pas représenté à tous les niveaux et à tous les endroits, malheureusement. Ça, c'est aussi un défi que nous avons. Dans les discussions que nous avions eues au niveau sécuritaire, il a été question justement de ces communautés étrangères qui, pour certaines, véhiculent de la violence. Je crois, moi j'ai toujours pensé qu'il ne faut jamais stigmatiser toute une communauté. Non. Sinon, c'est ainsi que vous arrivez à des
genre génocide, tribalisme, régionalisme, toutes ces bêtises-là, toutes ces anti-valeurs-là. Je ne crois pas qu'on peut avoir une communauté composée que des mauvais. Non, il y a des gens corrects. Il y a des gens qui sont venus dans notre pays qui veulent s'intégrer, qui veulent marcher comme tout le monde, faire leurs activités comme tout le monde, gagner leur vie comme tout le monde. Parce qu'ils sont dans l'impossibilité de vivre dans leur pays pour le moment. J'ai été réfugié politique, je sais ce que c'est que d'être accueilli dans un pays étranger où on n'a aucune attache. Donc, je suis solidaire de ces gens qui viennent parce qu'en détresse, parce que démunis, parce que ayant besoin d'abri. Mais en même temps, je ne tolérerai pas que parmi eux, il y ait des gens qui amènent de la violence et qui commencent à commettre cette violence sur les paisibles, nos paisibles compatriotes, qui les ont accueillis pour la plupart. Donc, ça c'est une recommandation que j'ai faite aux autorités provinciales et sécuritaires, de nettoyer tous les individus qui auront commis des exactions quelconques s'ils sont étrangers. On les nettoie. Si par malheur pour eux, ils tombent dans un échange de feu avec notre armée, ben, tant pis. Si on met la main sur eux de manière pacifique et qu'on les emmène en prison, ben, tant mieux, ils auront au moins la vie sauve. Mais après l'exécution de leur peine, on doit les expulser de la République. On n'a pas besoin de gens pareils. Mais en même temps, les communautés qui restent paisibles, il faut les aider à s'intégrer. Parce que justement, de notre comportement envers eux dépendra aussi leur comportement. Donc il ne faut pas non plus se montrer agressif, les rejeter d'emblée, parce qu'on risque de développer chez eux d'autres réflexes qui ne seraient pas une très bonne chose pour nous. Alors, on a parlé du développement des infrastructures. Monsieur l'ancien vice-gouverneur, vous avez un beau parcours. Je n'ai pas retenu, il y a tellement beaucoup de choses que vous avez faites, c'est très bien. Et je suis totalement d'accord avec vous. Les gens vont dire que je vais encore faire une promesse, oui, je vais la faire. La proposition que vous faites de prolonger la piste, on va s'engager à la faire. Je vais m'engager, je vais suivre ça personnellement, mes conseillers sont là, ils ont noté, ils ont pour devoir de me le rappeler tout le temps. Nous devons prolonger cette piste, il n'y a que quoi, vous avez dit 600 mètres ou quoi à rajouter et on pourra avoir des avions gros porteurs qui pourront atterrir ici. Déjà on a le balisage, donc c'est formidable, donc on pourra avoir nuit et jour des rotations, donc c'est possible de le faire, on va le faire. Je suis d'accord avec vous, il faut continuer à développer les infrastructures. Et là, je reviens peut-être sur la première intervention de Madame la ministre provinciale, députée, qui a aussi un beau parcours, pour lui dire, oui, Madame, la RN 27, je pense, si je ne me trompe, c'est celle qui vient de Mahagui, n'est-ce pas? Voilà. Il y a un projet pour ça, mais pourquoi on n'en parle pas encore? Parce que moi, j'aime les choses, parler des choses lorsqu'elles se concrétisent. Mais il y a un projet pour ça. Pourquoi est-ce que ça a été beaucoup plus vite celle de Kassindi, Beni, Butembo? Ben parce que les moyens se sont présentés. Direct, les moyens sont là, l'entrepreneur est là, on est prêt à démarrer, donc on ne peut que mettre ce projet en avant et l'encourager. Mais dans nos tiroirs, il y a ce projet-là. Mais aujourd'hui, en parler serait aller vite en besogne, parce que quelqu'un l'a souligné ici, dès que vous en parlez, les gens pensent que c'est demain déjà que ce sera opérationnel. Donc il ne faut pas encore trop donner
allez, inciter ces attentes alors qu'elles sont déjà là, mais les exciter même. Donc je ne veux pas le faire, mais ce projet existe. Soyez-en sûrs. Et d'ailleurs, le jour où on va le mettre en pratique, je serai là et j'espère que vous serez là aussi. En tout cas, Dieu nous prêtera vie, c'est sûr, pour qu'on l'inaugure ensemble. Et je vous prendrai pour qu'on aille là-bas et qu'on aille voir les débuts des travaux. Mais ça existe. Mes conseillers sont là. Je vois Jean-Claude, je vois Pacifique. Vous savez que c'est... Bon. Donc, on n'en dira pas plus. Alors, peut-être je voudrais faire une petite parenthèse ici pour parler un peu de mon... j'allais dire de mon plan de développement, si je puis l'appeler ainsi, qui, je crois, va résoudre beaucoup de problèmes ici. On a parlé de l'administration, je suis conscient de ça, de l'absence de l'autorité de l'État. Et moi, je crois que le Congo, c'est un cas particulier. Nous avons un pays de 2 345 000 km². C'est pas évident. Ceux qui ont été en Europe, vous voyez la superficie des pays de l'Europe de l'Ouest. Donc vous prenez la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Donc vous prenez tous ces pays ensemble. C'est ça la République démocratique du Congo. C'est 80 fois la Belgique, 4 fois et demi la France. C'est énorme, c'est un grand pays, c'est un demi-continent. Donc je ne pense pas que on va, par des thérapies sélectives comme ça, régler ça. C'est pour ça que j'ai pensé à un plan global. On part des territoires, donc de la base. On en a 145 dans ce pays. Et on va doter chaque territoire d'un budget. Et là, nous sommes en ce moment en train de concevoir le programme et même d'élaborer ce budget. Et surtout d'en trouver les sources. Nous les trouverons. Moi, je suis convaincu que nous les trouverons. Je vous ai parlé de nos actifs miniers et autres. Nous trouverons cet argent. Parce que les miniers, eux, ils viennent, ils se font beaucoup d'argent dans notre pays et nous, nous restons pauvres. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a de l'argent quelque part qui nous passe sous le nez. Et quand on regarde certains comptes en banque de Congolais qui ont gravité autour de ces miniers, là, on comprend où va l'argent. Bon, ça c'est une autre histoire. Je ne vais pas soulever la polémique. On trouvera cet argent. Et je veux des administrateurs du territoire qui soient aptes à le faire. Donc il y aura sûrement encore des bouleversements. Et nous avons une bonne réserve. Nous avons une école formidable ici au Congo, à Kinshasa. Notre ENA a fabriqué beaucoup de commis de l'État, de grands commis de l'État. Et nous pouvons puiser, nous avons une réserve. Je parle de ça, mais il y a aussi ailleurs. Donc on a beaucoup de cerveaux dans ce pays qui chôment, qui demandent de l'emploi. On trouvera les bons administrateurs de territoire qui, grâce à ce budget, vont nous aider à nous développer à partir de la base. Donc, il n'y a pas mieux que pour connaître les problèmes des territoires. Et donc, la première mission de ces territoires sera de relier le territoire voisin. Chaque territoire aura pour mission, sera doté d'une brigade routière, d'une brigade agricole. Mission reliée, même encore sur de la terre, comment on dit ça, terre battue, peu importe, mais au moins de rendre des routes praticables dans un premier temps, en attendant qu'on génère de la richesse et plus tard qu'on puisse asphalter. Ce sera ça la mission, donc relier les territoires voisins, le ou les territoires voisins, doter le territoire d'eau et d'électricité, même par des forages et par le solaire, l'énergie solaire. On verra petit à petit comment est-ce qu'on ira dans l'hydroélectricité, on verra doter le territoire d'infrastructures administratives, donc tribunal, on a parlé de la maison même qui va abriter le siège de l'administration même du territoire, enfin, école et école je veux dire de référence et hôpital ou centre de santé de référence. Voilà, on va partir dans des choses comme ça pour commencer et petit à petit nous allons évoluer
Et je suis sûr que dans les années qui viennent, et ça va aller assez rapidement, grâce aux efforts évidemment que nous allons fournir au niveau du sommet de l'État, l'impulsion que nous allons donner, nos territoires vont avancer sous le contrôle évidemment des provinces, qui elles-mêmes seront contrôlées par le gouvernement central. Je crois que ça va aller. Donc c'est ce qui est en train de se faire maintenant, qui se conçoit en ce moment au niveau du gouvernement et au niveau de la présidence. Et le moment venu, lorsque nous serons prêts, je pense cette année en tout cas, j'espère, avec les fonds et avec le programme fignolé, finalisé, nous allons le présenter à la nation et vous verrez que ce sera un début de quelque chose. Et là, nous aurons besoin de toutes les mains. On a parlé de la jeunesse ici. Nous aurons besoin de tout le monde. Tous nos jeunes qui sont médecins et qui sont au chômage, tous nos jeunes qui sont dans l'enseignement ou qui veulent en faire, tous nos jeunes qui veulent construire, qui veulent aller dans la construction d'infrastructures, la maintenance de nos routes. Il faudra maintenir ces routes. J'ai parlé de brigades agricoles, mais on aura besoin de jeunes dans l'agriculture, parce que là, nous allons avoir des routes, nous allons produire, et il y en aura suffisamment pour nourrir le peuple, mais également sûrement pour exporter et donc créer de la richesse. Donc voilà, je crois que j'ai voulu vous en parler pour répondre en tout cas aux soucis que les uns et les autres ont exprimés ici, et vous montrer que nous sommes déterminés. Nous ne sommes là que depuis 2 ans et demi, avec les complications que nous avons connues, etc. Mais nous ne sommes pas découragés, notre détermination reste sans faille. Les dossiers sont multiples, mais ça ne nous effraie pas. Nous allons les aborder parce que c'est notre mission, parce que c'est notre devoir de servir la nation, de servir les Congolais. Nous sommes au service des Congolaises et des Congolais. Alors, oui, la question de la FEC, je pense, avait posé, en tout cas c'est en rapport avec le business, et, oui, c'est lui d'ailleurs, par rapport au code d'investissement. Oui, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ça je vais le vérifier. Ce n'est pas normal, le code d'investissement, il est national, il n'est pas sectaire. Donc c'est pas normal qu'il ne soit pas d'application ici. Bon, ça doit être lié à un dysfonctionnement quelconque que je vais très vite voir, parce que ça fait aussi partie de l'amélioration du climat des affaires, dont d'ailleurs j'ai créé une cellule au niveau de la présidence. Donc, nous devons, je vais très vite en rentrant, poser ce problème à mes collaborateurs pour voir dans quelle mesure on peut suivre, à la fois pour Ituri, mais aussi ailleurs. Peut-être que le problème que vous posez se présente aussi ailleurs, et là vous avez même, je vais dire, aidé vos compatriotes d'ailleurs à accéder aussi à bénéficier de ce code. Donc vraiment merci. Nous allons nous mettre très vite à la tâche pour savoir ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'application ici en Ituri. Oui, alors donc par rapport à ce que vous avez dit pour le préfinancement, idem aussi, je ne vais pas dire de bêtises en vous orientant d'une manière ou d'une autre, mais c'est très important de savoir avec qui vous devriez passer cet accord. Est-ce avec le gouvernement central ou avec la province? Très vite on le saura. Je ne sais pas si quelqu'un peut déjà répondre à cette question ici. Sinon, prenons le temps de réfléchir et de répondre à notre compatriote qui est à encourager. Moi, je vous encourage et vraiment, je suivrai votre évolution. Je veux que vous obteniez ce contrat-là, que vous fassiez ces tronçons de route ici, à l'intérieur de Bunia, et que, pourquoi pas, on a parlé ici de relier les territoires, pourquoi ne pas avoir aussi cette tâche aussi de le faire. Donc vraiment, comptez sur moi et sur mon accompagnement, on va le faire.
Alors, oui, Madame de Sokimo, je reviens à vous. L'idée de la brigade minière, bon, je crois qu'elle dépend de la société Sokimo. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est la Sokimo qui doit le faire. Et vu le peu de moyens qu'elle a en ce moment, ça pour elle plutôt de mettre ça en pratique. Mais nous avons un plan pour la Sokimo. Nous avons eu quelques contacts destinés à redonner ces lettres de noblesse à cette entreprise. Donc là aussi, je ne vais pas en dire davantage. J'attends de voir la finalité de ces discussions parce que mon souci était celui-là. Et je l'ai dit à ses partenaires. C'était l'une des conditions d'ailleurs pour discuter, conclure quelque chose avec eux. C'était qu'on s'investisse ensemble pour relever la Sokimo et lui redonner ses lettres de noblesse. Et donc à partir de ce moment-là, je crois qu'elle sera en mesure d'engager et de se protéger justement avec cette brigade minière pour empêcher l'orpaillage sauvage. Parce que, évidemment, ce sont des fuites de moyens de rentrer pour le trésor public et nous devons tout faire pour empêcher cela. Idem pour la production artisanale dont les retombées nous échappent. Mais ça, on en a parlé d'ailleurs, je crois, hier encore, je pense, avec certains de mes collaborateurs. Ça, c'est dû sûrement à un problème fiscal de notre système fiscal qui est très très mal, qui n'est pas très attrayant en ce moment et qui décourage même nos propres compatriotes. Vous voyez que je parlais de patriotisme ici, du Congo qui n'intéresse plus ses propres habitants et qui préfère aller ailleurs. Voilà un exemple patent de ce que nous commettons comme erreur et qui pousse nos compatriotes à regarder ailleurs, sous d'autres cieux. Et ça, ce n'est pas normal. Donc nous pouvons discuter. Et aujourd'hui, encore plus qu'avant, nous avons, avec notre admission dans l'East African Community, la possibilité de jouer d'égal à égal avec les pays voisins. Donc nous n'avons plus grand-chose à craindre et surtout pas faire peur à nos propres entrepreneurs, à nos artisans à nos artisanaux là qui vont partir dans les pays voisins pour écouler des produits exploités chez nous. C'est pas normal. Donc ça aussi, ça fait partie de nos objectifs. Il y a cette réforme fiscale qui se fait de plus en plus nécessaire, urgente. J'en ai parlé avec le nouveau ministre des Finances. Déjà même le sortant avait reçu ce mandat-là de réformer notre système fiscal. Je crois qu'il n'a pas eu le temps avec tout ce qu'il y a eu au niveau politique. Mais cette fois, c'est l'une des tâches principales du nouveau ministre des Finances et je crois se mettre très vite au travail. Alors, notre ami étudiant, oui, bon, je suis totalement solidaire avec ce que vous avez dit, de la violence sur l'enseignement. Je sais que ça a beaucoup, comment j'allais dire, fait de dégâts, impacté sur nos jeunes. Je ne peux que faire un constat malheureux et vous répondre un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire par la détermination que nous avons, non seulement de mettre fin à cette violence, non seulement de sortir les jeunes de ces groupes armés et de les remettre dans la vie normale, non seulement d'assurer la gratuité. Nous avons commencé avec le niveau fondamental, nous irons plus haut au fur et à mesure que les moyens seront là et nous allons les générer. On le voit aujourd'hui, notre économie, nos recettes s'améliorent de plus en plus et ça va continuer. On a parlé de la production artisanale
qui fouillent dans des pays voisins. Il faut recadrer tout ça, il faut ramener tous ces moyens et donc les mettre au service des institutions d'enseignement, du système plutôt d'enseignement, du système de santé aussi, parce qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, de l'éducation, mais je n'ai pas parlé d'un autre projet que j'ai qui est en marche en ce moment vers sa concrétisation, c'est celui de l'accès aux soins de santé aussi, de l'accès universel. Tous les Congolais pourront se faire soigner dans les centres de santé de leur choix et de manière gratuite, libre. Donc c'est aussi ça que nous essayons de mettre, nous sommes en train de mettre sur pied. Ça a été retardé malheureusement par toute cette année 2020 de Covid qui nous a vu devoir déplacer les moyens pour faire face à la pandémie. Nous espérons que cette année, on aura cette possibilité malgré la recrudescence que l'on observe. Bon, la problématique des frais académiques, j'ai le ministre de l'enseignement supérieur ici et universitaire, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, vous le direz. Moi j'ai très peur de m'avancer là-dessus parce que on va dire encore, ah ouais, mais il a promis qu'on allait rabaisser nos frais et puis on paye. Moi, c'est vraiment un vœu, c'est un vœu que j'aimais, je souhaite vraiment que cette problématique bon, en même temps, les gens vont vous dire, mais les frais académiques au Congo sont un prix à... Enfin, c'est toujours cette polémique. Mais je crois que, bon, le spécialiste maison est là, nous réfléchissons à ça. Nous essayons en tout cas de faire tout ce qui est possible pour soulager les parents. Donc, le but de la gratuité, c'était celui-là, en plus du fait que la chance à tous les enfants de la République d'avoir une éducation, c'était aussi, dans le contexte actuel, de soulager un peu les parents, parce que ça devenait mortel, cette histoire d'exiger que les parents payent les professeurs, etc. Donc, c'était un but, mais on espère vraiment, au fur et à mesure qu'on aura les moyens, de pouvoir vraiment régler ces problèmes qui, sous d'autres cieux, ont trouvé solution. Alors, quant aux conditions des étudiants, là aussi, je crois que j'ai suffisamment, notre gouvernement en tout cas, le montre suffisamment, montré notre détermination à vouloir aussi avancer de ce côté-là. Chaque fois qu'il y a des possibilités, nous essayons. Vous avez vu, avec le campus de Kinshasa, nous l'avons réhabilité de fond en comble. Aujourd'hui, on a des bâtiments qui sont complètement rénovés, modernes et prêts à être utilisés par les étudiants. Le même exercice s'est fait à l'UPEN. Les travaux ont déjà commencé. À l'INBTP, vous voyez, donc au fur et à mesure qu'on a les moyens, on le fait. Je sais aussi, mais ça c'est pas à vous que je l'avais dit, d'ici, à propos de l'université de Bunia, il y a quelque chose, je n'en dirai pas plus, mais il y a quelque chose qui est entrepris, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez des débuts de travaux dans les jours qui viennent. Et avec... partout là-bas, comment on dit, la mise en service d'Internet, d'un réseau Internet gratuit. Donc on l'a fait au campus, on l'a fait à l'INBTP, à l'UPEN, etc. Donc on va le faire au fur et à mesure.
l'amour de ce pays et de leurs compatriotes. Donc, comptez sur moi, on va le faire. Alors, il y avait une question aussi sur la mécanisation des enseignants. Je ne sais pas, Monsieur le ministre, si vous avez suivi notre ami l'étudiant et si vous avez quelque chose à dire à ce propos. C'est vous qui êtes au fait de... Vous pouvez donner le micro au ministre, s'il vous plaît. Heureusement que je suis avec vous, hein, donc tant... La question qui a été posée est en train d'être abordée dans le cadre de notre gouvernement. Pour ce qui concerne la mécanisation, le problème est global pour tous les pays. Et donc, nous avons signé avec le ministre du Budget un accord pour que progressivement, les enseignants qui ne sont pas mécanisés le soient sur base du budget qui nous sera alloué chaque semestre. Okay. Donc cette question, elle va commencer à être résolue de manière progressive. Okay. Pour ce qui concerne la formation des enseignants, puisque c'est un problème qui se pose pas seulement ici, mais dans tous les pays, seulement pour cette vague Covid, nous allons vers 230 professeurs qui sont morts. Donc nous avons un devoir de pouvoir renouveler les professeurs, le corps académique. Et pour ça, nous sommes en train d'envisager ensemble avec l'UNESCO un programme pour une formation de qualité au niveau du 3e cycle. C'est ainsi qu'au niveau de l'Est, l'Université catholique du Graben de Butembo, qui remplit les critères, nous lui avons autorisé à faire fonctionner le 3e cycle jusqu'au niveau doctoral. L'Institut, l'ISP Bukavu, va aussi former des professeurs jusqu'au niveau doctoral. Comme ça, à la bande de l'Est, Butembo et Bukavu, nous allons avoir des poules pour la formation des professeurs. On croit que dans les 10 ans qui arrivent, nous aurons suffisamment de professeurs pour cette région ici qui en manque. Le même programme, on va le faire au Kasaï, à Bujimaï. On est en train aussi de vouloir l'étendre au niveau de l'Équateur pour que des professeurs de Kinshasa, on les déplace pour former d'autres professeurs dans les lieux. À ce moment-là, nous allons renouveler la classe. Donc, je crois que j'ai été hier à l'université de Bunia et j'ai profité aussi aujourd'hui pour aller à l'Institut supérieur, à l'ISP de Bunia. Et il y a des choses que je leur ai dit que nous allons devoir faire. Heureusement, vous venez de souffler un peu puisque dans le cadre de la stabilisation de l'Est, il y a un programme pour la construction d'une partie de l'université de Bunia. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Alors peut-être pour terminer avec notre ami étudiant, vous avez parlé des débouchés des étudiants diplômés, etc. Bon, ça c'est le problème de création d'emplois auquel nous sommes confrontés, mais pas seulement ici au Congo, c'est dans le monde entier, ce problème se pose. Chez nous, moi je crois qu'il y a une forte marge d'expansion, en tout cas dans ce domaine, mais au préalable, il faut restaurer le rôle, l'autorité de l'État. Pardon. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Il faut inciter davantage le secteur privé, parce que c'est ce secteur qui est le plus créateur d'emplois. Il faut le mettre en situation de pouvoir fonctionner comme il le faut. J'ai parlé d'incitation fiscale qui devrait venir avec cette réforme mais évidemment il faut aussi une justice qui fonctionne et qui garantisse les investissements. Lorsque l'investisseur n'est pas rassuré ou il pense pouvoir perdre son bien investi demain, parce que en justice, dans notre justice, il y a des magistrats véreux qui vont se mettre avec des mafieux pour le déposséder de son bien. Bien entendu, il ne va pas investir. Et tout ça, c'est un manque à gagner pour l'État et manque aussi à employer, j'allais dire, pour cette jeunesse qui demande de l'emploi. Donc je crois que c'est un effort que l'État doit fournir. J'en suis conscient. Et nous allons le fournir. Je ne sais pas quand, ça se fera au fur et à mesure. C'est un problème d'ailleurs qui sera
là, toujours, de génération en génération, ce problème se posera. Mais je crois que le plus grand rôle que l'État peut jouer, mais c'est celui de comment on va dire ça, de garant de ce bon fonctionnement des choses, garant de l'engagement du privé dans des partenariats, soit avec l'État, soit privé entre eux, et dans cette évolution qui fera que le secteur privé pourra créer le plus d'emplois possible. Mais il y a aussi la formation. C'est vrai que vous avez parlé des jeunes diplômés, d'accord, mais est-ce qu'ils sont d'un bon niveau? Cette problématique s'est souvent posée aussi en République démocratique du Congo. Est-ce qu'ils sont d'un niveau adéquat pour pouvoir intéresser évidemment ou frapper dans l'œil d'un employeur? Ça aussi c'est la question. Est-ce qu'il ne faut pas refaire de formations supplémentaires, de mise à jour, de mise à niveau? Enfin, c'est vraiment une grande problématique qui nous concerne tous, État, secteur privé et autres milieux d'activité, autres secteurs, j'allais dire. Voilà. Donc je crois que ce que je tenais à dire ici, parce que j'ai épuisé tous les sujets, à moins que j'en ai oublié un, je ne sais pas si on va me le rappeler, mais ce que je voulais dire... oui, maman? Oui, allez-y. Merci, Son Excellence. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vous pouvez retirer juste, oui, le masque, comme ça je vous entends mieux. Merci, Son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Oui. Pour nous, c'est une grande joie de nous avoir dans nos murs. Merci. C'est une grande consolation. Comme vous avez soulevé les problèmes des femmes, c'est surtout les mamans. Je suis Madame Massanka Magloire. Okay. Je suis chargée de l'administration et la sous-traitance des documents. En ce qui concerne? Sous-traitance. Ah, de la sous-traitance. Oui. Mais je suis la bouche des femmes, oui, des réseaux réflex de la Sokimo, qui vous transmet d'abord leurs salutations. Merci. Et des remerciements, puisque vous présentez en ce moment et dans une zone où on ne pouvait pas croire que vous allez passer même la nuit ici. C'est déjà l'amour. L'amour, vraiment. Ils m'ont chargé de vous transmettre leurs salutations et leur reconnaissance. Merci beaucoup. Mais ils posent les problèmes concernant, puisque je salue aussi la présence de nos autorités, maman PCA qui est dans la salle. Je suis ravi de trouver aussi qu'il y a une délégation syndicale à côté. Ah ben, c'est très bien. Le problème est que vous avez déjà épinglé beaucoup de points qui étaient problèmes de maman, puisqu'il voulait vous faire voir que s'il y a l'insécurité, plus en Djoukou, c'est puisque les usines de la Sokimo se trouvent dans cette concession-là. Ah, okay. Et c'est la Sokimo qui prenait en charge tous ces jeunes. J'encourage notre frère. C'est la Sokimo qui engageait tous ces jeunes dans les mines. Mais leurs parents sont impayés. Ils ne savent pas prendre la charge de la famille. Nous voyons aussi le phénomène de Koulouna. C'est dû à la souffrance, au chômage, au non-emploi. Et ces enfants sont les enfants des chômeurs. Les autres, leurs papas, sont en retraite, mais ils n'ont pas été payés. Ils ne savent pas comment aller en retraite pendant plus de 80 mois. Et dans l'entretemps, il y a des expatriés dans nos concessions. AGK a occupé des années Mongoualou. Il y a les MGM là-bas. Je ne sais pas, les syndicalistes sont bien informés. Moi, je viens, les mamans demandent que vous puissiez voir le problème de ceux qui occupent Ndima, et ils nous doivent, comme les Kibali Gold en Ituri, puisque tous les...
Ils doivent à qui? J'ai pas très bien compris. Ils doivent à qui? À Sokimo? Kibal, oui. Eh ben, Je très crois que bien. les détails, la direction et la délégation syndicale... Je vous ai dit, maman, que nous sommes en train de nous pencher sur le cas de la Sokimo. Merci. Parce qu'il est question de la relancer, lui redonner ses lettres. Et je crois que nous aurons de bonnes nouvelles d'ici quelques temps. Merci, Son Excellence. Et le deuxième point, les mamans m'avaient chargé de vous rappeler que l'année passée, et l'année 2019, vous avez pris l'engagement au stade de Martyr pour qu'il y ait une journée, puisque ces femmes se confient maintenant à Dieu. Et comme vous êtes chrétien pratiquant, ils ont demandé que vous ne puissiez pas oublier la promesse que vous avez faite, que vous décréterez une journée dans la République démocratique du Congo. Je vous réponds directement pour ça, pour dire que l'année 2020, il y a eu cette journée. C'était la dernière de l'année. Rappelez-vous, le 31 décembre, si vous avez regardé à la télé, moi j'ai présidé d'ailleurs, enfin c'était plus une soirée, parce que justement les hommes de Dieu avec qui je partage la foi, m'ont rappelé cela l'année dernière, et c'est moi qui avais décidé, en fait, j'ai dit, mais voilà, cette année a été une année très difficile pour le monde entier, mais aussi particulièrement pour nous, on a perdu des proches, etc. Il vaut mieux attendre la fin de l'année pour que ceux qui vont être vivants à ce moment-là rendent grâce au Seigneur pour ce qui a été fait. C'est ainsi qu'on avait fait ça le dernier jour de l'an, le 31 décembre, et on a passé d'ailleurs la veillée, le réveillon ensemble dans la prière. Maintenant, vous dites il faut un jour, bon, je ne sais pas s'il faut le décréter spécialement, telle date, etc., ou il faut à chaque année faire comme j'ai fait l'année passée, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas encore, on verra, mais croyez-moi, ce que j'ai fait comme promesse, je l'ai respecté.